Le taureau bleu. Il était une fois une fillette dont la mère était morte. Son père s'était remarié avec une femme qui la nourrissait mal et l'envoyait toute la journée au pré garder les vaches. Avec les vaches, il y avait un petit taureau bleu. Un jour, que la fillette pleurait, le taureau s'approcha d'elle et lui dit « Plonge la main dans mon oreille, tu y trouveras ce que ton cœur désire. » La fillette plongea la main dans l'oreille du taureau et y découvrit une tartine beurrée. Ce fut pareil les jours suivants. La marâtre, voyant que l'enfant gardait bonne mine, alla se cacher aux abords du pré. Elle vit et murmura « Demain je conduirai ce taureau au boucher. » Si bas qu'elle eut parlé, le taureau l'entendit. Il dit à la fillette « Ta marâtre veut ma mort. Sauvons-nous d'ici. » Ils partirent tous les deux avant l'aube sur des chemins inconnus. Bientôt, devant eux, s'ouvrit un bois dont les arbres portaient des feuilles d'or. « Surtout ne touche pas les feuilles, tu réveillerais des lions. » Par mégarde, la fillette toucha la dernière feuille du dernier arbre. Des lions surgirent. Le taureau se battit contre eux et parvint à les tuer tous. Mais il était grièvement blessé. « Je vais mourir. Tu m'enterreras ici et tu continueras ton chemin. Tu arriveras devant un château. Tu t'y feras engager comme gardeuse d'oie. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu viendras sur ma tombe et je te le donnerai. » Le taureau mourut. La fillette l'enterra. Ensuite, elle alla se faire engager comme gardeuse d'oie au château. Elle reçut un vêtement couleur de bois et fut appelée Jaquette de bois. Toute la semaine, elle menait les oies au pâturage. Le dimanche, elle devait faire la cuisine pendant que les autres allaient à la messe au village. Un jour, elle désira aller à la messe elle aussi. Elle se rendit donc sur la tombe de son taureau bleu et lui demanda une belle robe. Elle reçut aussitôt une robe de soie couleur d'or. À l'église, tout le monde admira la belle inconnue dans sa robe de soie. Le jeune seigneur à qui appartenait le château en oublia d'écouter le curé tant il la regardait. Il aurait bien aimé lui parler, mais elle s'enfuit avant la fin de la messe pour retourner travailler à la cuisine dans sa robe couleur de bois. Le jeune seigneur, qui avait pris l'habitude de venir s'asseoir le soir au coin du feu dans la cuisine, à côté de la petite gardeuse d'oie, lui confia sa peine. « Ah, Jaquette, si tu savais comme elle me plaît. Peut-être lui plaisez-vous aussi, dimanche prochain quand elle s'enfuira. Poursuivez-la. » Le dimanche suivant, à la fin de la messe, le seigneur se lança à ses trousses. Elle disparut subitement à sa vue, mais elle avait perdu sa minuscule pantoufle dorée. « Jaquette, comment retrouver cette belle inconnue? Faites savoir que vous épouserez celle qui pourra chausser la petite pantoufle dorée. » Il fit donner une fête. Toutes les filles de la région essayèrent la pantoufle dorée. Aucune n'avait le pied assez menu. Le jeune seigneur en perdit le goût de boire et de manger. Un soir, qu'il était assis à côté de Jaquette dans la cuisine, il vit soudain son petit pied dans le gros sabot de bois. « Eh mais toi, Jaquette, tu n'as pas essayé la pantoufle dorée. » « Ce n'est pas la peine. » Il la regarda pour la première fois dans les yeux et il dit « Je te demande d'essayer la pantoufle. » Jaquette de bois sortit en courant de la cuisine et revint bientôt dans la belle robe couleur d'or que lui avait donnée le taureau bleu. Elle portait une pantoufle dorée, son autre pied était nu.
Quelques jours plus tard, les cloches de l'église sonnèrent pour célébrer le mariage de la belle jeune fille et du jeune seigneur. Le prince t'oublie. C'était un prince très puissant, le plus puissant de ce pays. De quelque endroit où l'on était, on ne voyait que son château. Mais lui ne se montrait jamais, et si on l'avait rencontré, on l'aurait vite regretté tant il était affreux à voir. Son corps était presque entièrement bleu, recouvert on ne sait comment de fer, de bois ou bien de pierre. Comme si on l'avait frappé, battu, lapidé, torturé, puis réparé en toute hâte, car à force de coups donnés, on l'avait fait devenir bleu. Et c'est pourquoi cette laideur que certains avaient entrevue, et les mensonges qui disaient qu'il assassinait ses épouses l'avaient fait nommer Barbe Bleue. Pourtant, en ce corps monstrueux régnait une grande bonté. Il avait plaisir à donner. On le savait. Et très nombreux étaient ceux qui en profitaient. Il ne s'en vantait pas souvent, mais chaque fois que les ennuis recommençaient, c'était vers lui qu'on revenait. Et que ce soit vrai ou mensonge, ce prince réparait les peines. Un homme était venu le voir, et par 3 fois l'avait prié de lui apporter son secours. Le prince le connaissait bien, lui et ses 3 si belles filles. Il avait des besoins d'argent, et toujours plus, et toujours un peu plus encore. Il se plaignait de ses 3 filles. Il ne pouvait plus les nourrir, pas plus que se nourrir lui-même. Elles étaient si dépensières. Le prince pouvait-il l'aider puisqu'il en aidait beaucoup d'autres? Moi-même, je vous aiderai. Vous êtes si seul désormais. J'ai 3 filles, vous le savez. Elles sont belles et dociles. Je pourrais vous en laisser une. Votre vie serait plus facile. En contrepartie, il me faut de quoi m'occuper des 2 autres. Le prince en avait convenu, mais l'avait aussi prévenu des dangers que pouvaient connaître celles qui entraient au château. L'homme n'avait pas écouté. Il avait déjà entendu que le marché était conclu, et il sut convaincre sa fille aînée, à accepter. La fille était comme le père, elle était aussi dépensière, et l'un et l'autre étaient partis vers le château. En chemin, ils avaient croisé une très vieille lavandière. Les linges qu'elle allait laver étaient si sales, si pesants, qu'elle avait demandé de l'aide. La fille s'était indignée. « Je vais bientôt être princesse !» Et elle s'en était allée. Ils étaient entrés au château. Le père en était ressorti avec beaucoup à dépenser. Quant à sa fille, on n'en avait jamais plus entendu parler. Les peines d'argent se réparent, mais repoussent rapidement comme repousse le chien-dent. Le père avait reproposé le marché à son bienfaiteur ainsi qu'à sa fille cadette. Et comme la fois précédente, l'échange s'était déroulé comme il avait été prévu. Le père avait beaucoup reçu. Quant à la fille, on n'en avait plus jamais entendu parler. Il ne restait que la dernière pour réparer les grosses dettes de son père. Et ce fut pour cette raison que la Benjamine accepta. En chemin, elle rencontra cette si vieille lavandière que ses sœurs avaient délaissée. Elle l'aida à transporter son linge si sale et si lourd, et elle reçut, en cadeau, dans une noix, 3 robes magiques à porter si elle se trouvait en danger. Elle entra dans le grand château, et laissa son père emmener l'argent qu'il s'en était venu chercher. Le prince accueillit sa nouvelle épouse. Il redoutait son arrivée. Il lui fit visiter les pièces que cette maison contenait et il lui en donna les clés. Mais pour la dernière d'entre elles, il la pria, la supplia de ne jamais l'utiliser. Cette clé était une fée,
Puis il partit. Il le fallait. Et tout en partant se cacher dans une caverne secrète, il revoyait en son esprit ce qui s'était déjà passé et allait se renouveler. Elle utiliserait la clé, ouvrirait la porte interdite, il découvrirait le secret qui avait assombri sa vie et qui l'assombrirait encore. Elle découvrirait les corps de ses deux imprudentes sœurs et ceux des femmes précédentes, meurtries, battues et torturées, devenues bleues comme lui-même. Elle les verrait entassées dans ce puits au cœur du château. Elle allait entendre des cris, des hurlements de toutes parts. Ce seraient les cris de la clé, ceux de la hache et de la meule, qui depuis sa plus tendre enfance jalousement le torturaient. C'étaient les fées de ce palais, jalouses, cruelles, furieuses. Elles le tenaient enfermé dans ses vêtements de torture de pierre, de bois, de fer, pour qu'il ne leur échappe pas. Et cette si gentille épouse que le sort lui avait donnée, si jeune, si douce, si bonne, elle aussi serait condamnée comme l'avaient été les autres. Mais voilà que dans sa poitrine le prince se sentit gagné par une très grande espérance. Ce qui s'était toujours passé n'allait pas se renouveler, il en était presque assuré, et un doux sommeil le prit. Pourtant, tout se passa ainsi que ce que le prince avait craint, jusqu'au moment où les trois fées se jetèrent sur la nouvelle. Elle chercha comment s'enfuir. Elle découvrit une porte, que les autres n'avaient pas vue, une autre porte, mais sans serrure, une toute petite porte. Elle l'ouvrit, passa derrière et la referma derrière elle. Les cris cessèrent, elle était sauve. Devant elle dormait le prince sans sursaut, très paisiblement. Mais son corps était gigantesque, aussi grand et aussi paisible que le pays qui entourait son château extraordinaire. Et ce château était son cœur, et sa poitrine la forêt qui respirait comme la mer. La rivière le traversait, et au bord de cette rivière se trouvait une lavandière qui faisait blanchir des chemises qui, toutes étaient tachées de sang. L'une des chemises tomba dans la rivière. La mariée poussa un cri et le prince se réveilla. Aussitôt il redevint monstre, aussitôt reprirent les cris de la clé, la hache et la meule. La jeune fille se souvint des robes cachées dans la noix, elle les mit l'une après l'autre. La première de ces parures était tissée de rayons de lune argentés. Les méchantes fées reculèrent. La deuxième de ces parures était tissée de rayons ensoleillés d'or. Les fées reculèrent encore, et la dernière était tissée de lumière d'étoiles brillantes. Les dents des fées s'entrechoquèrent. L'épouse était devenue fée. Elle se tourna vers le prince et ordonna « Enlève ton manteau de pierre ». Le prince enleva ce manteau, elle ôta sa robe de lune, la meule tomba en poussière. « Enlève ton manteau de bois ». Le prince enleva ce manteau, elle ôta celle de soleil, la hache se désintégra. « Enlève ton manteau de fer ». Le prince enleva ce manteau, elle ôta sa robe d'étoile, la clé se tordit, s'effaça. Tout était désensorcelé. Le petit paon. Il était une fois un vieux et une vieille. Ils vivaient loin du village, dans une ferme. Comme ils n'avaient pas d'enfants, et que cela les attristait beaucoup, ils adoptèrent un petit paon et l'élevèrent tout au long de l'hiver, bien au chaud dans la cuisine, comme un véritable enfant. Le printemps venu, le petit paon sortit gratter le fumier pour y trouver des vers de terre. Gratte, gratte, gratte tant que soudain, sous sa patte, un ducat d'or.
J'ai trouvé un ducat d'or, j'ai trouvé un ducat d'or. De l'autre côté du village, le roi, dans son palais, entend. C'est un roi très cupide. Tout trésor doit lui appartenir. Il envoie ses soldats arracher le ducat du bec du petit paon. Le petit paon est bleu-vert de colère. « Rendez-moi mon ducat d'or! Rendez-moi mon ducat d'or !» Les soldats s'en moquent. Ils filent à grands enjambées. Mais le petit paon n'a pas l'intention de se laisser faire. Il se met en route vers le palais royal. « Roi, roi, rends-moi mon ducat! Rends-moi mon ducat !» Mais voilà que sur le chemin surgit un renard. Il se pourlèche. « Petit paon, je vais te manger. Tu me mangeras ou je te mangerai, mais sur mes pas ne reviendrai. » Le petit paon ouvre le bec et avale le renard tout entier. « Roi, roi, rends-moi mon ducat, rends-moi mon ducat !» Mais voilà le chemin barré par une rivière. « Petit paon, je vais t'avaler. Tu me mangeras ou je te mangerai, mais sur mes pas ne reviendrai. » Le petit paon ouvre le bec et avale la rivière tout entière. « Roi, roi, rends-moi mon ducat, rends-moi mon ducat !» Mais voilà autour de lui un essaim d'abeilles en furie. « Petit paon, nous allons te piquer !» Le petit paon ouvre le bec et avale l'essaim tout entier. Le petit paon est arrivé devant le palais. Sous les fenêtres du roi, il fait les 100 pas. « Roi, roi, rends-moi mon ducat, roi, roi, rends-moi mon ducat !» « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» crie le roi. « Soldats, attrapez cet effronté et jetez-le dans le poulailler. Les coqs lui feront la peau. » Dans le poulailler, les coqs s'élancent, ergots tendus. Mais le petit paon se suspend au grillage tête en bas, ouvre le bec et du bec du petit paon sort le renard. Le renard étripe les coqs, étrangle les poules, assassine les canards et s'en va bien repu et la queue en panache en laissant la porte ouverte. Le petit paon sort derrière lui et retourne sous les fenêtres du roi. « Roi, roi, rends-moi mon ducat, roi, roi, rends-moi mon ducat !»« Soldats, jetez ce petit paon dans le four de la cuisine !» Dans le four de la cuisine, le petit paon se couche sur le flanc, ouvre le bec et du bec du petit paon sort la rivière. La rivière éteint le feu, brise la porte du four, se répand dans la cuisine, renverse vaisselle et meubles sur son passage et va rejoindre son lit en massacrant le jardin fleuri du roi. Et le petit paon, lui, retourne sous les fenêtres du roi. « Roi, roi, rends-moi mon ducat, roi, roi, rends-moi mon ducat !» Le roi hurle. « Cette fois, je m'en occupe moi-même !» Il attrape le petit paon, le dépose sur son trône et s'assoit sur lui. Na ! Sous le gros derrière du roi, le petit paon ouvre le bec et du bec du petit paon sort l'essaim d'abeilles. Et pique, pique, pique le derrière du roi. « J'abdique, dit le roi, qu'est-ce que tu veux, volaille de l'enfer !»« Roi, roi, rends-moi mon ducat, roi, roi, rends-moi mon ducat !» Le roi sort une pièce de sa poche et la jette au petit paon. « Ce n'est pas mon ducat d'or, roi, roi, rends-moi mon ducat !» Au bord de la crise de nerfs, le roi conduit le petit paon dans la salle au trésor. « Moi, cherche-le toi-même, ton ducat d'or !» Des ducats, il y en a des monceaux, et aussi des tas de perles, de rubis, de diamants. Picor par-ci, picor par-là, le petit paon remplit son ventre, et vous savez combien il y a de place dans ce petit ventre. Et puis, tranquillement, il rentre à la ferme chez ses parents. Le vieux et la vieille sont heureux de revoir leur enfant, mais lui, le petit paon, il crie « Pendez-moi au plafond, battez-moi avec un balai !»
Il crie tant et si fort que les vieux s'exécutent et battent, bien doucement, les flancs du petit paon. Alors, du bec du petit paon coulent des diamants, des rubis, des perles et des ducats d'or, beaucoup de ducats d'or, un vrai trésor. De quoi vivre heureux. C'est ce qu'ils firent, et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Elle s'appelait Grande Étoile, et ses frères, Ciel et Soleil. Ces 3 jeunes gens habitaient dans la plus belle des maisons. Elle était cachée dans les arbres, au bord d'une grande rivière, et bâtie si légèrement parmi les branches et les fleurs qu'elle aurait pu être invisible. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Grande Étoile. Quand par bonheur on y était invité, c'était comme entrer dans un chœur, et c'était plus grand que le monde, tout y chantait, tout y riait. Grande Étoile était la joie même. Quand elle était arrivée là, petit enfant abandonné dans un berceau sur la rivière, cet endroit était devenu comme le paradis sur terre. Un vieux meunier et son épouse l'avaient trouvé au bord de l'eau comme auparavant ils avaient trouvé ses 2 frères aînés. Ces bonnes gens n'avaient pas pu avoir d'enfants, et voilà qu'ils en avaient 3. Devant eux, tout émerveillés, les portes de ce grand bonheur qu'ils avaient cessé d'espérer s'ouvraient à eux. Voir venir un enfant chez soi, le monde leur appartenait. Et c'était vrai. Ces enfants étaient leur soleil tout en même temps que leur ciel et plus encore leur grande étoile. Mais ce bonheur passa trop vite. Les enfants grandissaient trop vite aux yeux de leurs parents qui trop vite aussi vieillissaient. Grande Étoile veillait sur eux, jour et nuit les accompagnait, et puis un jour, elle les trouva endormis et ils ne se réveillèrent pas. Elle était seule avec ses frères et presque aussi abandonnée que quand ils étaient arrivés dans leur berceau sur la rivière. Ils ne pourraient jamais connaître ceux qui les avaient mis au monde, ceux qui étaient leurs vrais parents. Pourtant, ils n'étaient pas très loin, ces vrais parents si désirés. Mais qui aurait pu deviner que c'était le roi et la reine? Ce roi devenu si cruel, cette reine déshonorée, enfermée dans une prison après ses 3 accouchements. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre que tout le monde connaissait. Elle s'était débarrassée de ses enfants le jour même de leur naissance en les jetant dans la rivière. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre qui avait accablé le roi de mensonges. Elle avait dit « La reine a accouché d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois !» Elle avait convaincu le roi. Elle avait agi en secret et personne ne l'avait vue. Et quand bien même on l'aurait vue, on ne l'aurait pas révélée, car ce monstre, ce criminel, c'était la mère de ce roi, la puissante mère du roi, jalouse de sa belle-fille. Et tant qu'elle ne dirait rien, personne ne pourrait savoir, et elle préférerait mourir plutôt que dire la vérité. Et ses enfants et leurs véritables parents resteraient toujours séparés par ce secret qu'elle avait tissé autour d'eux. Un jour, Grande Étoile aperçut une vieille qui observait la maison attentivement. En la voyant et sans pouvoir se l'expliquer, Grande Étoile sentit en elle un grand sentiment de tendresse. C'était sa méchante grand-mère. Elle avait appris l'existence de la maison et de ces 3 beaux jeunes gens qui l'habitaient. Elle s'en était inquiétée. Elle craignait que ses enfants ne soient ceux qu'elle avait noyés, qu'elle croyait avoir noyés. Chaque nuit, elle les voyait dans ses rêves sortir de l'eau où elle les avait jetés. Ils venaient se blottir contre elle, elle en était terrorisée. Et quand elle vit Grande Étoile, si douce, si belle et si vive et ressemblant tant à la reine, elle fut tout à fait certaine que c'était sa petite fille. Et sans pouvoir s'y opposer, cette si cruelle personne se sentit elle aussi emplie d'une tendresse inexplicable. Un court instant, elle faillit tout avouer, se ravisa et demanda à Grande Étoile de lui faire voir sa maison. Grande Étoile la lui montra, la grand-mère voulait tout voir, elle avait une idée en tête. Elle s'exclamait « C'est très beau, et puis ceci, et puis cela, et ce jardin, c'est admirable !» Quand la visite fut finie, elle ajouta « Cette maison est magnifique, mais il y manque 3 merveilles.
Si cette maison disposait de l'eau qui redonne la vie, de l'arbre qui fait voyager, et puis surtout du grand oiseau qui révèle la vérité, elle serait inégalable et la plus parfaite du monde, car dans ce lieu on y retrouve ce qu'on aime. Sans pouvoir avouer ses crimes et cependant le désirant, elle avait donné le moyen à Grande Étoile de connaître la vérité sur ses parents. Elle savait que Grande Étoile allait désirer ces merveilles, s'en irait pour les rapporter, pour que sa maison soit parfaite et y accueillir ses parents. Et elle était presque certaine que malgré les difficultés, Grande Étoile réussirait. Elle sortit de la maison, elle disparut à jamais. Alors, à partir de ce jour, Grande Étoile perdit sa joie. Elle était devenue si triste que soleil et ciel s'en allèrent à la recherche des merveilles. Ils rencontrèrent sur leur chemin au pied d'une grande montagne où se trouvaient beaucoup de pierres, un vieil homme couvert de barbe et de cheveux entremêlés. Cette barbe était si épaisse que l'on ne pouvait pas comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ils ne l'écoutèrent pas jusqu'au bout, ils étaient pressés d'aboutir, ils auraient dû, il leur disait. Les merveilles que vous cherchez se trouvent sur cette montagne, vous les trouverez aisément. Mais ne vous retournez jamais, quelques cris que vous entendrez avant de les avoir saisis, sinon vous deviendrez des pierres. Ils le quittèrent sans savoir. Mais lorsque soudain, derrière eux, ils perçurent, sortant des pierres, des cris, des avertissements, ils regardèrent en arrière et furent aussitôt changés en pierres comme ceux qui avaient crié. C'étaient les hommes et les femmes, les animaux que la magie de la montagne avait avant eux transformés et emprisonnés dans les pierres. Et c'est alors que Grande Étoile, comme avait prévu sa grand-mère, partit chercher les 3 merveilles, mais avant tout chercher ses frères. Elle rencontra le vieillard, le prit en pitié, lui démêla ses longs cheveux et sa barbe. C'est ainsi qu'elle put entendre et comprendre tous ses conseils. Elle se boucha les oreilles avec de la cire d'abeille. Les pierres criaient derrière elle, elle ne les entendit pas. Elle arriva jusqu'au sommet de la montagne, les 3 merveilles l'attendaient. Alors elle s'en retourna avec une petite gourde remplie de cette eau merveilleuse qui redonne la vie aux pierres. Elle ressuscita ses frères et tous les autres malheureux transformés en pierre avant eux. Elle s'en retourna aussi avec une graine de l'arbre qui fait voyager où l'on veut, et grâce à elle, s'en retourna avec ses frères jusque dans sa maison chérie. Elle avait pris sur son épaule l'oiseau qui dit la vérité. Il lui révéla le secret de sa véritable naissance. La maison était maintenant presque totalement parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, il n'y manquait que les parents. Grande Étoile invita le roi à se rendre dans sa maison pour y manger des légumes de son jardin. C'étaient de très simples courgettes, entières et non épluchées, mais dont elle avait remplacé les graines par des diamants. Le roi en fut très étonné. « Il n'est pas possible de croire que les graines de vos courgettes aient pu devenir des diamants. » Alors l'oiseau de vérité, l'oiseau qui dit la vérité, lui répondit. « Majesté, vous avez pu croire que votre épouse si fidèle avait pu accoucher d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois, et vous vous refusez à croire que les graines de vos courgettes puissent devenir des diamants? La jalousie vous a fait croire au mensonge de votre mère, votre crédulité coupable a engendré votre malheur, celui de celle qui vous aime et que vous aimerez toujours, enfin celui de vos enfants. Obtenez d'eux qu'ils vous pardonnent. » Et l'oiseau lui révéla tout, lui révéla la vérité que trop longtemps il n'avait pas voulu chercher. Le roi fit chercher son épouse et devant elle et leurs enfants, il implora d'eux leur pardon, et tous 3, ils lui pardonnèrent, et la joie de la vérité répara tout dans la maison. Elle était maintenant parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, la source qui redonne vie, l'arbre qui fait voyager loin, et puis surtout le grand oiseau qui révèle la vérité à tous ceux qui s'aiment vraiment. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Belle Étoile. Le chat qui vient dans de ses eaux.
Il était une fois un chat qui arrivait d'on ne sait où, et comme un chat qui se respecte n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il allait par terre, revenait, il avait des souliers vernis, sans demander la permission et sans que l'on puisse comprendre pourquoi il voyageait ainsi. Mais ce qui demeurait certain, c'est qu'il aimait beaucoup son maître. Son maître était un pauvre gars. Il vivait dans une banlieue au bord d'un canal plein de rats, dans une vilaine cabane, et tout ça, c'était Caraba, c'est-à-dire n'importe quoi. Il ne possédait presque rien, qu'une poule, une chèvre, un chien. La poule lui donnait des œufs, la chèvre lui donnait du lait, et le chien était son gardien. Et cela lui suffisait bien, car il n'avait envie de rien, mais il avait aussi ce chat, qui lui voulait beaucoup de bien. Pour commencer, il lui vola d'abord sa poule. Puis il s'en alla la donner au roi qui habitait Paris. « C'est mon maître qui vous l'envoie, il est marquis de Caraba. » Et le roi l'en remercia. Il lui prit ensuite sa chèvre, il la donna comme la poule au roi qui habitait Paris. « C'est mon maître qui vous l'envoie, il est marquis de Caraba. » Et le roi l'en remercia. En dernier, il lui prit le chien, et comme la poule et la chèvre, il le donna aussi au roi, ce roi qui habitait Paris, et encore une fois, ce roi l'en remercia. C'est ainsi qu'il rendit son maître plus pauvre qu'il n'était déjà, mais en échange lui acquit la reconnaissance du roi. Il arrive pourtant souvent que les rois oublient les cadeaux que leur donnent leurs courtisans. Il faut se rappeler à eux. Le chat ne le savait que trop. Il alla trouver les oiseaux que son maître affamé chassait en bon braconnier qu'il était. C'était tout ce qui lui restait, mais c'était assez pour quelqu'un qui n'avait pas de grands besoins. Des perdrix, des cailles, des grives, et même assez pour quelqu'un d'autre. Le chat s'adressa aux oiseaux. « Quittez ce dangereux pays où mon maître veut vous tuer. Paris, c'est beaucoup mieux qu'ici, on y est en sécurité. J'y ai là-bas un grand ami qui vous donnera des habits, des robes, des bas, des chemises, des traitements contre les rides, des médicaments pour maigrir, vous y deviendrez plus jolie. C'est à Paris qu'il faut aller. » Le chat les mena jusqu'au roi et il lui dit: « C'est mon maître qui les envoie, il est marquis de Caraba, vous vous en souvenez peut-être. Il vous fait porter ces oiseaux complètement biologiques dont vous allez vous régaler. Des perdrix, des cailles et des grives, elles seront très honorées de glisser dans votre gosier. » La poule, la chèvre et le chien et ces beaux oiseaux en cadeau, le roi qui habitait Paris se rappela pour une fois de ce marquis de Caraba. Il l'en remercia, puis le déclara son ami. C'est ainsi que ce chat rusé qui avait déjà emporté la poule, la chèvre et le chien, priva aussi son pauvre maître de ce qui lui restait de bon, mais en échange lui obtint cette fois l'amitié du roi. La nuit qui suivit ses exploits, alors que son maître dormait, il mit le feu à sa cabane, ainsi qu'à tous ses vêtements, le fit sortir et lui parla. « Voilà la fin de tes tourments. Plonge dans l'eau de ce canal plein de rats, et ils ne te mangeront pas. N'en bouge pas et attends-moi. Celui qui t'en ressortira sera un serviteur du roi, car toi tu seras devenu le grand marquis de Caraba. Mais souviens-toi bien que quand on t'interrogera, surtout le roi, tu répondras « oui, 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 et rien que oui, sinon tu t'en repentiras. » Après ces mots, le chat poussa son maître encore noirci, sans plus d'habits sur le dos, dans le canal rempli de rats. Puis il s'en alla avertir le roi qui habitait Paris que le marquis de Caraba venait d'être battu, jeté dans un canal rempli de rats où il allait être mangé si on ne le secourait pas. Le roi envoya des secours, il vint lui-même avec sa fille et découvrant que ce marquis n'avait plus aucun vêtement, ce qui pouvait choquer sa fille mais qui ne la choqua pas du tout, lui en fit aussitôt donner d'aussi beaux que ceux qu'il portait.
Il lui demanda s'il fallait le reconduire jusque chez lui. Le marquis lui répondit « Oui ». Le chat indiqua le chemin, le beau carrosse le suivit. Ils traversèrent de grands prés où paissaient de nombreux troupeaux, traversèrent des champs de blé qui seraient bientôt moissonnés, découvrirent un grand château où flottaient de jolis drapeaux, et à chaque fois que le roi admirait toutes ces merveilles, il demandait à son ami si ces merveilles étaient à lui. Le marquis lui répondait « Oui », et le roi s'en émerveillait. Il s'était pourtant renseigné, mais tous les gens interrogés en voyant les soldats du roi avaient dit « Oui, oui, c'est à lui ». Le chat les avait menacés. « Si vous ne dites pas oui, oui, c'est à lui, nous vous ferons hacher menu comme chair à pâté de chien. » Alors ils s'y étaient tenus. Les propriétaires du château, qui étaient de fiefs et coquins et avaient des crimes à cacher, avaient aussi répondu oui. Ils avaient aussi demandé la permission de déguerpir, ce que le chat leur accorda avec un extrême plaisir. On est toujours content de voir des voleurs se trouver privés de ce qu'on aimerait avoir, qui nous a toujours échappé. Un repas étant préparé, on s'installa pour le dîner. Le roi demanda au marquis « Voulez-vous épouser ma fille? Elle aime beaucoup votre chat. » Et le marquis répondit « Oui. » Et lorsqu'avant de rendre l'âme, le roi demanda au marquis s'il voulait bien le remplacer, le beau marquis de Carabas répondit « Oui », comme le chat lui avait dit. C'est ainsi que ce chat rusé qui voulait du bien à son maître fit d'un pauvre gars un marquis, un époux comblé et un roi. Mais le conte n'est pas fini, et c'est très triste, et c'est dommage. Un jour que le chat avait faim, le roi ne lui donnait plus rien. Il vint à la table du roi et lui demanda quelques miettes. Le roi ne lui en donna pas. Le chat alors l'interrogea. « Vous ne vous souvenez de rien ?» Le roi, marquis de Carabas, ce qui veut dire n'importe quoi, pendant un moment resta quoi. Mais, oubliant les conditions que lui avait données le chat, cette fois lui répondit non, comme il n'en avait pas le droit. Et brusquement, comme en un rêve, tout s'effaça autour de lui. La table, le château, la reine, et surtout son ami, le chat. Le petit jardinier aux cheveux d'or. Il était une fois un homme sauvage, à la peau brun-rouge comme du fer rouillé. On l'avait trouvé allongé au fond d'un marais. Le roi l'avait fait mettre en cage devant son château. La clé de la cage, c'est la reine qui la gardait. Tous les jours, le petit prince vient jouer autour de la cage avec sa balle d'or. Un matin, la balle tombe dans la cage. L'homme sauvage refuse de la rendre, à moins que l'enfant ne lui ouvre la porte. « La clé est cachée sous l'oreiller de ta maman. » Le petit prince veut sa balle. Il vole la clé et ouvre la cage. Mais quand il voit fuir l'homme sauvage, il prend peur et crie « Ne m'abandonne pas !» Alors l'homme revient sur ses pas et prend l'enfant sur ses épaules. Après une longue marche, l'homme s'arrête au cœur d'une sombre forêt. Il dit au garçon « Tu n'as rien à craindre. J'ai des trésors plus grands et plus beaux que ceux des rois de ce monde. Ils seront pour toi si tu m'obéis. » Au lever du jour, l'homme sauvage montre à l'enfant une source d'eau cristalline dans laquelle nage un petit poisson aux écailles d'or. « Veille bien que rien ne souille la source. Je viendrai vérifier ce soir. » Le petit prince fait très attention que rien ne tombe dans l'eau claire. Très attention. Mais il finit par trouver le temps long. N'avoir rien à faire, c'est très ennuyeux. Il se met à contempler son propre reflet. Il se trouve beau. Une mèche de ses longs cheveux glisse et vient frôler la surface de l'eau. Aussitôt,
toute sa crinière prend la couleur flamboyante de l'or. Le garçon cache vite ses cheveux sous son bonnet. C'est peine perdue, car l'homme sauvage, à son retour, sait déjà tout. Tu n'as pas réussi l'épreuve. Tu ne peux pas rester avec moi. Il te faut partir dans le vaste monde. Tu y apprendras ce qu'est la misère. Cependant, je t'accorde une faveur. Si tu es en grande difficulté, va dans la forêt et crie « Jean de fer ». Le prince s'en va par les chemins, ses cheveux d'or sous son bonnet de laine. Il erre longtemps. Il parvient enfin au château d'un roi, où on l'engage comme jardinier. Comme il garde son bonnet sur la tête jour et nuit, prétextant une hideuse maladie, les autres valets se moquent de lui et le méprisent. Or, un jour qu'il se croit seul au jardin, voilà qu'il enlève son bonnet de laine pour se rafraîchir. Le soleil fait un ricochet sur sa chevelure pour venir briller comme un éclair d'or dans la chambre de la fille du roi. La jeune princesse court à sa fenêtre, voit les cheveux d'or du jardinier et tout aussitôt réclame un bouquet. « Et toi, le gamin, là, monte-moi des fleurs !» Le garçon remet son bonnet en hâte, cueille un bouquet de pensées sauvages et le porte dans la chambre de la jeune fille. « Ôte ton bonnet, impoli que tu es !»« Je ne peux pas, j'ai la teigne !» Bondissant vers lui, rieuse et légère, elle lui arrache le bonnet. Et alors la chevelure d'or apparaît dans tout son éclat et la chambre entière est illuminée. De ce jour, la princesse exige un bouquet frais chaque après-midi et que ce soit le petit jardinier qui le lui monte dans sa chambre. Le temps coule doux. Mais voilà la guerre qui rôde aux frontières. Chacun veut se battre, défendre le roi, même le petit jardinier teigneux. Le valet se moque et ne lui laisse qu'un cheval boiteux pour aller au front. Le garçon enfourche bravement son cheval et va dans les bois. De toutes ses forces, par 3 fois, il crie « Jean de fer !» L'homme sauvage surgit. « Que veux-tu ?»« Un coursier puissant pour faire la guerre. »« Tu l'auras, et bien plus encore. » Un étalon blanc bondit des fourrés. Puis vient une troupe de 100 cavaliers aux armes luisantes. Le garçon revêt une armure au reflet de lune et, hop, saute en selle. Sur le front, les troupes du roi se font massacrer. Le beau cavalier aux cheveux dorés charge l'ennemi avec ses soldats. L'assaut est violent, les armes cliquettent, les cris fusent, le sang gicle. L'ennemi vaincu sonne la retraite. Le roi a gagné, son trône est sauvé. Le beau cavalier aux cheveux dorés disparaît dans les bois. Ses soldats aussi. Et le teigneux revient au palais sur son cheval boiteux. Le roi se demande qui est l'étranger aux cheveux dorés auquel il doit tout. Il aimerait bien le récompenser. Il en parle à sa fille. La princesse a une idée. « Père, annoncez dans tout le royaume que j'épouserai celui qui pourra attraper au vol la balle d'or que je lancerai. » Dès le lendemain, tous les jeunes gens sont sur la pelouse devant le palais pour tenter leur chance. Au balcon, la princesse attend. Surgit un seigneur en habit rouge sur un cheval rouge. La princesse lance la balle d'or. Le cavalier d'un bond l'attrape au vol et s'enfuit. Mais son aume tombe et sa chevelure luit de 1000 feux mordorés. Le roi est vexé. Pourquoi le bel inconnu se moque-t-il ainsi de lui? La princesse dit « Calmez-vous, mon père, et faites appeler votre jardinier, oui, le petit teigneux, je crois qu'il a quelque chose à vous montrer. » Le roi ne comprend rien, mais il ordonne qu'on aille chercher le teigneux au jardin. La princesse dit alors « Petit jardinier, ôte ton bonnet pour l'amour de moi. » Le garçon ôte son bonnet de laine et sa chevelure étincelle. Dans sa poche, il prend la balle d'or et en riant, il la montre à toute la cour. Les gens s'extasient, les cloches sonnent. Quant à la princesse, ses joues sont toutes roses
et ses yeux brillent. On les marie dès le lendemain sans autre question. Pendant le banquet, tout soudain, les portes s'ouvrent. Un seigneur imposant et magnifique entre. Il dit aux mariés: « Je suis l'homme sauvage, je suis Jean de Fer. Un sort m'accablait. Par ton beau courage, tu m'as délivré. Désormais, tous mes trésors sont à toi. » Grand corps sans âme. Il y avait une forêt. Elle était sombre et redoutable. Elle séparait 2 châteaux. Dans l'un se trouvaient 7 princesses, dans l'autre étaient autant de princes. Et ces 14 jeunes gens s'étaient promis les uns aux autres. Pour célébrer leurs fiançailles, les princes partirent chercher leur promise, mais le roi garda près de lui Petit-Pierre, son dernier-né. Les aînés partirent sans lui. Le temps passa et on ne les vit pas revenir. Petit-Pierre, resté au château, voulut aller à leur recherche. Le roi ne put l'en empêcher et l'enfant partit à son tour. En chemin, près d'une rivière, il vit une étrange bataille. 9 animaux se disputaient le cadavre d'un vieux cheval. C'était une fourmi, un loup, un aigle, un poisson, un bélier, un lion, un ours, un lévrier et un corbeau. Petit-Pierre fit le partage, et ils en furent si contents que chacun lui fit un cadeau. Un bout de pâte, une griffe, une écaille, un poil, une dent, une plume et une autre encore. Tous ces objets lui donneraient le pouvoir de prendre leur forme à sa guise. Il pénétra dans la forêt, la traversa d'un bout à l'autre. Il atteignit l'autre château. Les princesses n'étaient plus là. Elles étaient déjà parties avec ses 6 frères aînés et on n'avait pas de nouvelles. Il retourna dans la forêt, chercha pendant des jours, mais il ne put rien découvrir sur ses frères et leurs fiancés. Il ne s'était pas arrêté, il avait faim, il avait froid, il ne savait plus où aller. Un soir, il vit une cabane au plus profond de la forêt. Il frappa, la porte s'ouvrit, c'était une très vieille femme. Il lui demanda poliment: « Madame, j'ai froid et j'ai faim. Puis-je me réchauffer un peu ?» Elle l'invita à entrer, lui donna à manger, à boire, le fit s'asseoir devant le feu, et ils se mirent à parler. Il lui raconta son histoire. Elle lui raconta la sienne. Son fils l'avait abandonné, il avait appris la magie et il avait si mal tourné, il était devenu si fort, si grand et surtout si méchant qu'on l'appelait Grand corps sans âme. Il s'était construit un palais tout en or au milieu du ciel. 4 chaînes le retenaient pour l'empêcher de s'envoler. Au matin, Petit-Pierre trouva les chaînes. Elles aussi étaient en or, mais si fines et si ciselées que rien d'autre qu'une fourmi ne pouvait y grimper dessus. Il prit la patte de fourmi, il l'avait gardée dans sa poche, et fourmi il fut aussitôt. Fourmi atteignit le palais, il y reprit sa forme humaine, il découvrit sa fiancée, le monstre l'avait laissé seul. Grand corps sans âme l'avait enfermé dans ce lieu, et ses 6 sœurs et les 6 frères du garçon, il les avait changés en pierre. C'est au milieu de la forêt, dans une petite clairière, au beau milieu de leur voyage, qu'il était venu les surprendre. Il les avait vues endormies, se reposant après manger, hormis la plus jeune d'entre elles. De son anneau, il les avait changées en pierre, les 6 garçons et leurs promises, et celle qui avait tout vu, il l'avait emportée chez lui. Le monstre était bien trop puissant pour que quelqu'un puisse le vaincre. C'était la raison pour laquelle il ne craignait personne au monde. Son âme n'était pas en lui. Elle était dans une colombe qu'il avait cachée dans un lièvre, le lièvre dans un sanglier,
celui-ci dans une panthère, la panthère dans un grand coffre, le coffre dans un puits profond, lui-même caché sur une île perdue au milieu de la mer. Son âme était inaccessible et Grand Corps était invincible. Petit Pierre dit, « Je le vaincrai, et puis je vous délivrerai. » Fourmi, il était arrivé, alors il redevint fourmi pour descendre jusque sur terre. Loup il pouvait devenir, et c'est en loup qu'il s'en alla de la forêt jusqu'à la mer. Grand aigle il pouvait devenir, et c'est en aigle qu'il vola pour trouver sur la mer immense cette île où se trouvait le puits. Poisson il pouvait devenir, poisson il plongea dans le puits où il trouva le coffre en fer. Bélier il pouvait devenir, c'est en bélier qu'il défonça le coffre en fer qui se brisa. Une panthère s'en échappa, il pouvait devenir lion. Lion, il déchira la panthère. Un sanglier s'en échappa, il pouvait devenir un ours. Ours, il tua le sanglier. Un lièvre alors s'en échappa, il pouvait être lévrier. Lévrier, il tua le lièvre. Il en sortit une colombe, il pouvait devenir corbeau. Corbeau, il tua la colombe. Dans la colombe se trouvait un minuscule petit œuf. C'était l'âme du corps sans âme. Petit Pierre le prit dans ses mains et il l'écrasa sur le front du monstre qui venait d'arriver. À cet instant, le palais qui venait du ciel descendit brusquement sur terre. La fiancée de Petit Pierre n'en était plus la prisonnière. Ses 6 sœurs et leurs fiancés qui étaient devenus des pierres se réveillèrent brusquement. Ils se disaient tout étonnés. Nous avons dormi trop longtemps. Et les 14 jeunes gens, tout joyeux, enfin réunis, se mirent en route aussitôt pour célébrer leurs fiançailles. Peau de vachette. Il était une fois un sultan qui avait 2 femmes qui ne lui donnèrent pas d'enfants. Sur les conseils de son astrologue, il se remaria une 3e fois. Cette 3e épouse avait vu en songe qu'elle tenait dans ses bras une lune traversée par un rayon de lumière. Comme elle était enceinte, elle en fit la confidence à ses concubines. « Selon ce bon présage, je mettrai au monde un garçon avec sur le front une mèche de cheveux en or. » Cette prémonition suscita la jalousie des 2 femmes. Elles complotèrent, et le jour de l'accouchement, elles en appelèrent à la maudite vieille Septoute en lieu et place d'une sage-femme. Comme il était prédit, la mère mit au monde un beau petit garçon avec sur le front une mèche d'or. Septoute le remplaça par un chiot et l'emporta sous son voile. Le sultan s'impatientait de voir le bébé à la mèche d'or, quand ses 2 premières épouses lui tendirent le chiot en lui annonçant d'un air catastrophé. « Tu as épousé un monstre. Voilà le fruit de ses entrailles. » « Quoi ? Une femme qui accouche d'un animal mérite de vivre avec les animaux. Habillez-la d'une peau de vache et attachez-la avec les bêtes. » hurla le sultan. La pauvre mère en couche n'avait pas eu le temps de voir son enfant. Accusée de monstre, elle se retrouva parmi les bêtes. Pour se débarrasser du bébé, Septoute le déposa dans une corbeille et le livra à la mer. Fort heureusement, les flots ne tardèrent pas à le rejeter sur une plage isolée, à l'endroit exact où un pêcheur très pauvre préparait ses filets. La corbeille qui scintillait au soleil attira son attention. Il s'en approcha et découvrit le nourrisson avec de l'or sur l'oreiller. Comme il n'avait pas d'enfant, au comble du bonheur, il courut le porter à sa femme. « Notre maison se remplit. Le ciel nous a envoyé un fils.
un fils avec de l'or sur la tête. Nous voilà comblés. » Le pêcheur et sa femme devinrent riches. Il leur suffisait de vendre au souk l'or recueilli chaque matin sur l'oreiller du petit garçon. Le temps passa dans le bonheur et la paix, et l'enfant grandit en âge, en intelligence et en beauté. Un jour, l'un de ses camarades, après une bousculade, lui lança avec mépris: « Pour qui te prends-tu? Tu n'es que le fils de la vague. » Ces paroles plongèrent le jeune homme dans une profonde mélancolie. Il se plaignit à ses parents. Le pêcheur et sa femme lui dirent toute la vérité. « Dieu nous est témoin. Nous t'aimons comme notre enfant. Mais il est temps que tu recherches ta vraie famille. Va, notre bénédiction t'accompagne. Retrouve tes origines. Je reviendrai si le ciel me prête vie, » promit le jeune homme. Il enfourcha son cheval et prit la route. Il voyagea longtemps, longtemps. Il traversa des villes prospères, des contrées arides, des pays inconnus. Enfin, au bout de maintes péripéties, le hasard le conduisit dans le sultanat de son père. Lorsqu'il entendit l'histoire de Peau de Vachette, cette femme de sultan qui accoucha d'un chiot au lieu d'un fils à la mèche d'or, il reconnut sa mère. Il était donc prince. Et comme il était riche et de noble allure, il réussit à se faire inviter par le sultan. Il se présenta au palais avec une malle. Cette malle contenait de somptueux vêtements, des baumes, des savons et des parfums. Après dîner, il provoqua la surprise du sultan lorsqu'il lui formula cette demande. « Sire, permettez à cette créature surnommée Peau de Vachette de venir dormir dans ces appartements que vous mettez à ma disposition. »« Vous n'y pensez pas, mon ami. Ce n'est pas un être humain, » objecta le sultan. « Sire, je vous le demande comme une faveur au nom de l'hospitalité que vous m'accordez. »« Soit, comme vous voudrez. Mais demain, après votre départ, elle retournera avec les bêtes. » Le prince ne dit plus rien et reçut Peau de Vachette qui s'endormit pour la première fois depuis longtemps à l'abri. Dans la nuit, il la réveilla discrètement, ouvrit sa malle et l'invita à se servir. « Voilà de quoi te laver, te coiffer, te parfumer et t'habiller. L'heure de la vérité a sonné. » La pauvre femme obéit sans comprendre ce qui lui arrivait. Un moment après, elle apparut vêtue de magnifiques cafetans. Elle scintillait. Ce fut alors que le jeune homme ôta son turban et lui annonça d'une voix émue: « Regarde mon front. Je suis ton fils et tu es ma mère. Jamais tu n'as accouché d'un chiot. » Elle se jeta dans ses bras. Les cris de joie alertèrent le sultan qui accourut. Il fut stupéfait de voir avec son invitée une belle, plus belle que le soleil. Il se crut victime de quelque djinn venu troubler son esprit quand son hôte lui révéla la vérité en ôtant son turban pour la deuxième fois. « Monseigneur, je suis votre fils et cette femme est ma mère. Regardez mes cheveux. » Ainsi, rien n'empêcha la vérité de se révéler au grand jour. Les deux concubines furent chassées, exilées à tout jamais. Puis le sultan, après les pardons, organisa un nouveau mariage avec celle qu'il avait si injustement punie. Le prince n'oublia pas ses parents adoptifs
qu'il fit venir auprès de lui. Et tous vécurent heureux, ensemble et longtemps. Pour moi qui ai raconté une chamelle et un bâton, pour vous qui avez écouté une vachette et un bâton. Le roi Tisserand. Dans les temps anciens, il y avait un puissant sultan du nom de Haroun Rachid. Il était le calife de Bagdad. Ce monarque avait une femme de grande intelligence et de bons conseils. Un jour, elle insista auprès de lui. « Monseigneur, le pouvoir est capricieux et la vie pleine de surprises. Apprends un métier manuel. Les mains, on les emporte toujours avec soi. Un jour ou l'autre, l'apprentissage d'un métier révélera son utilité. » Le calife accepta et choisit l'art du tissage et de la broderie. Il fit venir un grand maître tisserand brodeur et commença son apprentissage. Plus que le tissage des tapis, il affectionnait la broderie au fil d'or. Par amour du cheval, il inclinait au travail minutieux sur le cuir destiné aux selleries. Mais son érudition le poussait à la calligraphie pour orner les couvertures des manuscrits. Durant 7 longues années, il partagea son temps entre ses responsabilités et sa nouvelle passion pour la broderie fine. Mais Haroun Rachid était réputé pour son sens aigu de la justice et du bien public. Accompagné de son vizir, il avait l'habitude de se déguiser en simple marchand et de se glisser au milieu de la foule pour s'enquérir de la vie de ses sujets. Un soir, pour une raison inconnue, il s'enfuit seul à travers de sombres ruelles. Il marchait quand soudain, il tomba au fond d'un trou. C'était un piège préparé par des bandits détrousseurs qui devinrent furieux de le trouver sans bourse et les poches vides. Il n'eut la vie sauve qu'en leur faisant une juteuse promesse. « Je suis tisserand et jamais vous ne trouverez une personne qui sache tisser et broder mieux que moi. » C'est ainsi qu'il se retrouva esclave parmi les esclaves. De l'aube au crépuscule, il tissait des tapis et exécutait de magnifiques broderies que le maître revendait à prix d'or. Tandis que la police le recherchait inlassablement dans tout le royaume, le roi mûrissait un projet pour recouvrer sa liberté. Il attendait patiemment le moment propice, car l'infinie cupidité de son geôlier était un atout. Un jour, alors que ce dernier lui exprimait sa satisfaction en soupesant les pièces d'or dans ses mains, le calife lui proposa « Apporte-moi une étoffe en velours noir et du fil d'or de belle facture. Je te façonnerai une somptueuse broderie, jamais vue de mémoire de commerçant. L'épouse du calife t'en donnera une fortune. » Aussitôt, on fit remettre à l'esclave le tissu et une bobine de fil d'or. Il ne fallait pas perdre un instant. Le roi Tisserand, maître de son art, tissa à l'aiguille une broderie en relief représentant un oiseau posé sur un délicat épi de blé. Un véritable chef-d'œuvre. Le maître des esclaves se précipita au palais avec sa précieuse étoffe sous le bras. Il demanda audience et fut reçu. Il déroula la magnifique pièce devant la sultane qui poussa un murmure de ravissement. « Oh, cela ferait un somptueux vêtement de cérémonie. » Mais à l'observation, un détail attira son attention. En effet, l'épi de blé sur lequel l'oiseau était posé demeurait bien droit.
Or, le poids de l'oiseau aurait dû le faire pencher. Intriguée, elle regarda de plus près. Elle sentit soudain son cœur bondir dans sa poitrine. Elle venait de reconnaître la dextérité de l'aiguille de son mari. Ne laissant rien paraître de son émotion, elle poursuivit attentivement l'observation des motifs, méthodiquement, jusqu'à y déceler le message secret calligraphié qu'elle avait pressenti. Le roi indiquait l'endroit précis où il était détenu. Sur-le-champ, elle fit arrêter le maître des esclaves et fit libérer le sultan. C'est depuis cette époque que l'on dit « L'apprentissage d'un métier révélera toujours, un jour ou l'autre, son utilité. » La gazelle d'or. Il était un prince, voyageur intrépide, qui parvint un jour au pied d'une citadelle entourée de remparts. En levant la tête au ciel, il s'aperçut que chaque créneau était coiffé d'un crâne humain. Il en compta 99. Emporté par sa curiosité, il franchit le lourd portail qui en permettait l'accès. Une atmosphère austère y régnait. Sur son chemin vint à passer un petit homme à l'allure pressée. Il s'en approcha pour l'interroger, mais l'homme l'interrompit. « Quitte cette ville, étranger. »« Mais pourquoi donc ? Elle cause la perte de tous les jeunes hommes qui s'y aventurent. »« Et ces crânes humains, qu'est-ce que cela veut dire ? » Le sultan fait couper la tête des prétendants de sa fille, auxquels il soumet une énigme que personne n'a réussi à résoudre. Ciel! Mais quelle est donc cette énigme? La princesse d'une beauté sans pareille a une mystérieuse marque de naissance sur le corps. Quiconque voudrait l'épouser doit deviner de quoi il s'agit, à ses risques et périls. Le prince qui aimait les défis se laissa tenter. Mais avant de se porter candidat, il s'installa discrètement dans la ville. Il avait déjà sa petite idée derrière la tête et se mit à la recherche d'un bijoutier de renom. L'ayant trouvé, il demanda à entrer en apprentissage. Le maître accepta. Mais au bout de quelques jours, il s'aperçut que son apprenti, bien que fidèle au poste chaque matin, n'était pas attentif au métier. Il s'en inquiéta. « Jeune homme, je vois bien que ce n'est pas le métier que tu cherches à acquérir. Pour quelle raison es-tu là ?» Sans détour, le prince sortit une bourse d'or et la posa sur l'établi. « Je suis le fils d'un grand roi et je ferai ta fortune si tu m'aides à m'introduire secrètement dans la chambre de la princesse. »« Mais tu es fou !»« Non, c'est le seul moyen de découvrir la marque qu'elle porte sur le corps afin de l'épouser et d'arrêter le massacre. » Le bijoutier ne se fit pas prier plus longtemps et se mit à l'ouvrage. Il fabriqua une magnifique gazelle d'or de grande taille dont l'abdomen creux était doté d'une porte secrète. Cette prodigieuse et inestimable œuvre d'art ne pouvait être acquise que par le roi qui en fit cadeau à sa fille. Avant de la livrer, ainsi qu'il en avait été convenu, le bijoutier y enferma le prince. La gazelle fut déposée dans la chambre de la princesse, qui voulait l'admirer tout à son aise. Voilà comment, dès la première nuit, le prince activa l'astucieux mécanisme et sortit du ventre de la gazelle. Alors que la princesse dormait profondément, à pas de velours,
il saisit la chandelle qui se trouvait sur le chevet, l'éteignit et la déposa sur un guéridon au pied du lit. Dès le réveil, la princesse remarqua que la chandelle avait été déplacée. Et plus surprenant, elle ne s'était pas consumée. Intriguée, elle mena une discrète enquête auprès de ses servantes, mais sans résultat. La nuit suivante, elle se cacha derrière les rideaux de sa fenêtre pour confondre un éventuel intrus, mais elle céda rapidement au sommeil. Le prince en profita pour répéter son manège de la veille. La princesse sentit sourdre en elle une angoisse infinie. Elle tenta de veiller sans y parvenir. Après la 3e nuit, convaincue qu'il s'agissait d'une manifestation de l'invisible, elle implora. « Ô toi qui perturbes mon sommeil, qui que tu sois, djinn ou humain, montre-toi. Fais-moi serment sacré de ne révéler ma présence à personne, et je te dirai toute la vérité. » répondit une voix étouffée. La princesse sursauta, se reprit et fit serment. Alors, le ventre de la gazelle s'ouvrit et le prince apparut, majestueux. Il se présenta selon les coutumes de son rang. « Ô merveilleuse princesse, ne crains rien, je suis fils de roi et je ne te veux aucun mal. J'ai risqué ma vie pour venir jusqu'ici. Fais-moi la faveur de me révéler le secret de ta marque de naissance et j'irai demander ta main. » La surprise passée, le visage de la jeune fille s'illumina et elle s'exclama. « Ô noble étranger, ton courage m'honore et une parole donnée relève du sacré. » Et joignant le geste à la parole, elle découvrit son épaule. Il ne restait plus au prince qu'à quitter le palais comme il y était entré. Il eut l'idée ingénieuse de briser une patte de la gazelle avant de s'y cacher. La princesse, devenue sa complice, exigea qu'on la portât chez le bijoutier pour la réparer. Le lendemain, richement vêtu et portant les armures et les écussons de son royaume, le prince se présenta au sultan et lui demanda la main de sa fille. Le monarque le mit en garde. « Ignorez-vous les conditions, mon ami ? Si vous échouez, à tout jamais votre crâne sera le 100e à orner mes remparts. » Le prince, impassible, répondit. « Sire, j'ai la solution à votre énigme. Sur l'épaule droite de la princesse poussent un long cheveu noir, un long cheveu d'or et un long cheveu d'argent. » Le sultan n'eut d'autre choix que d'accorder la main de sa fille à ce prétendant si avisé. Une grande cérémonie fut organisée. On y célébra à la fois le mariage et la fin de cette cruelle épreuve. En guise de dot, la princesse n'emporta que la gazelle d'or. Mon histoire a suivi le cours de la rivière, et moi je suis restée avec les seigneurs. Le lion et le renard cordonnier. Il était une fois un vieux lion qui ne pouvait plus chasser, car ses pattes ankylosées refusaient de le porter. Compère Renard se mit en tête de se moquer de lui. « Oh, monseigneur, tu devrais courir un peu pour te dégourdir les jambes. »« Insolent, il fut un temps où tu n'osais même pas rôder à distance de mes terres, et te voilà maintenant me narguant parce que je suis vieux et que mes jambes me lâchent. »« Monseigneur, quelle méprise! Je suis ton humble serviteur et je ne cherche qu'à t'aider. »« En quoi un misérable comme toi pourrait m'aider ?» Le renard, se maintenant à bonne distance,
poursuivit. En te soulageant de tes douleurs. Le métier de cordonnier n'a pas de secret pour moi. Nous sommes cordonniers de père en fils. Je vais te fabriquer une paire de bottines en cuir afin que tu puisses marcher sans avoir mal aux pieds et même chasser comme au temps de ta jeunesse. À ces mots, le fauve redressa la tête et un frisson parcourut sa crinière. Voyons cela. Allez au travail. Et gare à toi si tu me racontes des histoires. Sans plus tarder, le renard se dirigea vers un monceau de terre où on venait d'enfuir le cadavre d'une vachette. Il y découpa 4 larges morceaux de peau encore fraîches et rejoignit le roi des animaux sans crainte, sûr de son affaire. « Ô mon roi, tends tes pieds !» Le lion s'exécuta de bonne grâce à l'idée de retrouver une nouvelle jeunesse. Le renard s'appliqua délicatement et lui couvrit chaque patte d'un morceau de peau qu'il attacha d'un lacet en tige de palmier nain. Sous l'effet de l'humidité, le lion éprouva une agréable sensation. Le renard insista. « Maintenant, monseigneur, il ne te reste plus qu'à mettre tes pattes à sécher au soleil et tu pourras filer. » Le lion, confiant, suivit les consignes à la lettre et patienta sous le soleil brûlant. Hélas, le cuir se rétrécit et durcit comme du bois mort. La douleur arracha au lion de terribles rugissements. Aucun animal n'osa s'en approcher. Le renard, lui, fier de son exploit, parcourait le pays pour annoncer la nouvelle. « Je suis le vengeur! Le lion est sous la torture !» Seule la hase, Madame Lièvre, eut pitié et dit au lion. « Monseigneur, promets-moi de ne pas me dévorer et j'atténuerai tes souffrances. »« Parole de roi, tu auras même une récompense. » La hase s'activa du mieux qu'elle put en courant du point d'eau au roi des animaux. Elle remplissait son gosier et le déversait sur le cuir qui se dilatait. Elle libéra enfin les pattes du lion qui retrouvèrent quelque liberté de mouvement. L'animal ingrat, au lieu de remercier Madame Lièvre qui s'était donné tant de mal, leva sa lourde patte et la laissa retomber sur elle. Elle se débattit. « Tu cherches à dévorer celle qui t'a sauvée ?»« Oui, c'est la Providence qui t'envoie. » Et gloup! Il l'engloutit si vite qu'elle glissa rapidement et se retrouva expulsée par derrière. Ouf! Elle se sauva sans demander son reste, tout en répétant « Bonnes gens, craignez le mal qui vient de celui à qui vous avez fait du bien. Bonnes gens !»